Alors avant de travailler dans le vin, ou même dans l'agriculture plus largement, moi je fais des études de lettres, des études universitaires. J'étais spécialiste des manuscrits médiévaux. J'ai écrit une thèse sur les manuscrits en fait coptes, c'est même plutôt que médiéval. Copte et éthiopien. J'ai vraiment eu une spécialisation sur la traduction de manuscrits éthiopiens, donc en guèze et en amharique. Donc j'ai travaillé plusieurs années en Éthiopie à la recherche de manuscrits dans les monastères. Donc l'idée c'était d'aller dans les monastères, de numériser ces manuscrits et ensuite de les éditer et de les traduire. Donc j'ai décidé de travailler avec des chevaux car bon, après avoir passé plusieurs années dans divers pays et dans mon dernier séjour en Éthiopie, j'ai vu les dégâts aussi écologiques. Et j'avais vraiment envie de pouvoir d'intervenir vraiment de la lutte pour l'environnement et de pas seulement être spectatrice. Et je souhaitais vraiment m'impliquer et pouvoir avoir une certaine conscience, me dire que j'avais fait un petit peu ma part. C'est un peu l'idée en France qui se développe sur ce qu'on appelle les colibris. Je ne sais pas si tu connais. C'est-à-dire que chacun prenne un peu de sa part. Et si tout le monde en fait un petit peu dans son domaine ou un autre, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et je pense que c'est important de toute façon d'essayer. On ne peut pas se tromper. Au pire, on aura fait quelque chose, quoi. J'ai voulu travailler en agriculture biologique en Europe. Et j'ai regardé les techniques qui existaient, qui me paraissaient les plus pertinentes. Et la traction animale me paraît comme vraiment quelque chose de très très intéressant. Et j'ai voulu développer ça. Et il n'y avait pratiquement personne d'autre qui faisait ça en Suisse. Donc je me disais que c'était intéressant à développer. J'ai travaillé avec Pierre Auvernois. Je considère Pierre Auvernois comme mon grand-père. Je l'ai rencontré, j'étais tout petit, j'avais environ 7 ans. On n'a pas de lien de famille directement, mais on s'est attaché depuis les années 88. Et après, pendant nos vacances scolaires, on allait en vacances pour aller tirer les bois. Il nous montrait la taille de la vigne, il nous faisait conduire un peu le tracteur, il nous expliquait des histoires, il nous racontait des histoires. Il nous faisait conduire la 4L. C'était une voiture, c'était rigolo, quoi. C'est un peu comme, c'est le grand-père que j'ai jamais eu en fait. Donc c'est beaucoup d'émotions avec Pierre, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui nous a apporté beaucoup, il m'a tout enseigné. J'ai pas vraiment réalisé la chance qu'on avait de le rencontrer. Pour moi, c'était juste normal, voir quelqu'un qui travaillait juste simplement, en essayant de se passer de technologie. C'est vrai que j'étais encore petit pour vraiment bien comprendre, quoi. Et donc jusqu'en 98, je suis arrivé en apprentissage officiellement en apprenti chez lui, de 98 jusqu'en 2003, où j'ai fini mes études. Donc j'ai fait 3 ans au lycée viticole de Beaune et 3 ans à Tournon, à Vive et Réformation, où ça m'a permis de voir d'autres façons de travailler, justement sur les coteaux, Saint-Joseph. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant d'être dans le sud, quoi. C'était vraiment les portes du sud, et c'était très intéressant sur les fruitiers, les abricotiers, le nectar d'abricot. C'était vraiment une autre découverte. Après, la pluie n'était pas présente, c'était le Mistral. Donc le Mistral est quand même très gênant. Je préfère la pluie. Et du coup, le Mistral, c'est très, très embêtant parce que ça te refroidit, ça te fait mal au crâne, c'est très gênant. Ben, sinon, humainement, les gens étaient plus ouverts, plus à l'écoute. En Bourgogne, c'est très réservé, très chauvin, très héritier. Voilà. Enfant, fils de vigneron. Et à l'époque, comme mon Pierre travaillait,
Il était pris pour un rigolo, simplement parce qu'on n'avait pas de gros tracteurs, des enjambeurs. On était un petit tracteur et puis simplement quoi. On est grappé à la main, on n'utilisait aucun produit dans les vins, aucun intrant du coup. Et puis au moment des années 2000, justement, le vin naturel a commencé à se développer. Et c'est à peu près dans ces années-là, donc j'avais 16 ans, presque 17. C'est à peu près là où j'ai un peu plus pris passion pour le métier vigneron et avoir plus de connaissances, comprendre ce que je faisais et aimer simplement ce que je faisais simplement. C'est venu naturellement quoi. Et vraiment s'intéresser, aimer ce qu'on fait, comprendre et pas simplement dire je fais le meilleur vin du monde, ça n'a rien à voir avec ça quoi. C'est vraiment de la passion et de la recherche quoi. Ouais. Et Pierre, ça restera toujours quelqu'un de très important pour moi quoi. Ouais. Malgré la distance aujourd'hui qui nous sépare. Ouais. Et puis on n'a pas le temps, on a moins de temps pour aujourd'hui de se voir quoi. Ouais. Ouais, bah moi je vais en goûter, hein, sinon je le crache pas. Je le crache. On s'est rencontrés sur un domaine viticole à Colombier, donc j'étais en Suisse, donc j'étais régisseur du domaine, que j'ai reconverti de 5 hectares en agriculture biodynamie. Et on avait pour projet de travailler, on était donc en bio, on avait pour projet de travailler, de se passer de mécanisation. Et on avait vu plusieurs articles sur Charlotte Toiti, qui avait quitté sa carrière universitaire pour se lancer dans l'agriculture, pour tirer le taureau par les cornes, parce qu'il faut nourrir la terre. Donc elle proposait ses services dans le maraîchage en prestation animale et dans la viticulture. Mais en fait, par hasard. Et par hasard, elle est venue aussi au domaine. Et on m'avait fait part de sa venue, comme quoi Charlotte allait passer pour... puis il fallait que je fasse un petit tour du domaine. Et puis donc j'attendais sa venue, et sans se connaître quoi. Ouais. Après, tu as ouvert la porte de la cave. Et tu étais à genoux en plus. Tu nettoyais un truc. Ouais, voilà, en plein nettoyage. Et bon, on a fait le tour du domaine. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Ah ouais. On s'est revus plusieurs fois. Ouais, on a du mal à se quitter. Ouais, c'est vrai. Quand même. Depuis, ouais, on s'est jamais séparés. Non, je crois peut-être même à demi. Ouais. Je pense le temps qu'on se rencontre, ça c'est pas un mois, un petit mois disons. Ouais. Oui. Avant qu'on soit officiellement ensemble, et on s'est plus jamais quitté. On a décidé de s'installer ici pour l'environnement. Donc on a 10 hectares d'un seul tenant, donc 6 hectares de bois et de landes qui nous entourent. Les vignes qui sont qui sont au cœur de la forêt, autour de la forêt, et la maison au centre, au cœur de notre exploitation. Et on a un peu reculé, donc à la campagne, avec nos animaux, c'est vraiment ce qui nous convient. Le charme, le calme et l'exploitation à taille humaine. Donc on a 4 hectares et demi de vignes, 3 hectares de grenache, 1 hectare 30 de syrah et 15 arbres de cinsault. C'est déjà pas mal pour notre façon de travailler. On est vraiment entouré de forêts avec beaucoup d'oiseaux. Donc déjà, ils peuvent se nourrir de différents insectes qu'on va trouver dans nos parcelles. Parce que Tout à fait. Ouais. Ouais. Le côté animal, l'environnement, la vie
qui est à créer. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de respecter l'environnement. On est en recherche de toujours s'améliorer et d'avoir un impact le plus minime possible. Ce qui nous tenait à cœur, c'est vraiment de pouvoir garder les vieilles vignes, parce qu'on a quand même un domaine où on a vraiment un vignoble assez ancien. C'est respecter le vivant. Au lieu d'arracher entièrement des parcelles, on souhaitait plutôt conserver les anciens pieds, mais faire les remplaçants dans les lieux où il y avait des lacunes. Donc c'est important de travailler avec des sélections massales pour la complexité gustative et aromatique des vins, pour avoir une diversité d'individus et non d'avoir une sélection de clones semblables génétiquement. On ne cherche pas vraiment à faire du rendement, mais vraiment à avoir une complexité gustative aromatique. C'est pour aussi un respect important pour la diversité végétale, quoi, la biodiversité. Donc on a choisi de travailler avec Lilian Berillon, qui est un pépiniériste réputé dans la région, qui ne fait que des massales, sélection massale. Donc on a arraché 50 arts cette année pour prévoir de planter du blanc Bourboulinc en blanc, donc 20 arts, et 30 arts de Cinsault, qui est un rouge, qui nous plaît beaucoup aussi pour ses complexités gustatives aromatiques et pour faire profiter le plus grand nombre de personnes. On peut comparer ça, on travaille aussi avec des chevaux, une jument et un âne. On a spécifiquement choisi d'avoir des races à petits effectifs qui sont en voie d'extinction. Justement pour ça, pour préserver un patrimoine génétique, que ce soit animal ou végétal, parce que sinon, forcément, on va avoir comme les bananes, on n'a que de la cavendish. Voilà. Aussi, si on ne le fait pas, nous on est petits, on peut peut-être le faire, mais On travaille avec les animaux sur le domaine. Après, c'était aussi une volonté d'avoir un domaine assez global, de travailler presque un peu en autonomie. Après, la présence de l'animal, je pense qu'elle est quand même assez bénéfique, surtout en biodynamie, c'est quelque chose de vraiment intéressant, que ce soit travailler des sols, éviter les tassements, l'amendement, parce qu'on a pas mal de le crottin, on a une vigne, et puis après, je pense qu'il y a un certain plaisir aussi, en fait, une énergie quand même qui est plus intéressante qu'avec ton tracteur. Tout à fait. Enfin, ça dépend. Oui. Il nous faut normalement 3 ans pour être en agriculture biologique, donc 2020 ce sera officiellement en bio, mais pour soigner le sol il faudra quand même une bonne dizaine d'années. Il faudra quand même prévoir de faire un apport de matière organique à reprendre vie, parce que là on a beau laisser un peu la végétation faire son travail, mais elle a quand même besoin d'être stimulée, d'avoir de la gourmandise à manger quand même. Donc on fait un apport de crottin, on le voit bien sur le bord du rang. Donc là c'est très sec, mais les éléments nutritifs sont déjà dans les profondeurs. Donc on fait un apport régulier 2 fois par an. Donc on a la capacité d'apporter avec nos animaux environ 1 hectare, 1,5 hectare, donc environ 2 hectares par an de crottin. Donc on sélectionne quand même sur quelques vignes qui méritent un peu plus d'être nourries. Et ça c'est une vigne qu'on compte garder encore très longtemps. Je pense de notre vivant, on ne pense pas l'arracher, quoi. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, je suis libéré, comme un vin libre. C'est important de partager justement notre passion et de procurer des vins un peu étonnants. On est nous-mêmes satisfaits de nos vins, donc c'est doublement un plaisir et ça nous donne envie de continuer sur cette route-là, quoi. Mais
on ne se voit pas faire d'autres vins, d'intervenir chimiquement. La base, c'est vraiment de respecter le sol et le consommateur. Donc il faut être le plus neutre possible, apporter aucun intrant chimique dans la vigne et dans le vin. Donc pour garder vraiment une expression vivante, que ce soit dans le sol, dans la nature et dans le vin. Donc on se passe de toute chimie en cave, donc on ne levure pas, on ne colle pas, on ne filtre pas et on ne sulfite pas les vins pour garder vraiment une expression de plaisir au vin. Donc on ne sulfite pas les vins parce que c'est d'abord le soufre, ça tue tout dans les vins. Donc ça stabilise, ça apporte une sécurité au vigneron, mais il n'y a plus de vie. Ouais, pour nous, ça tue des levures et ces levures sont vraiment nécessaires pour le vieillissement du vin et indésirables par la technologie moderne. Et on ne filtre pas les vins justement pour leur laisser de la nourriture nécessaire pour leur vieillissement. On travaille par gravité, le fait de garder les chaînes moléculaires liées entre elles, ça donne une complexité plus importante au vin et ça va l'amener un peu plus loin dans le temps. En utilisant des pompes, donc ça va trancher en fait ces chaînes et dissocier le vin et on va perdre un petit peu en complexité. Et le fait de travailler, voire égrapper manuellement, c'est toucher la vendange, transmettre son énergie, un contrôle, un regard, un tri un peu plus sévère aussi, essayer de sauver quelques sauterelles, quelques escargots, justement d'avoir un deuxième tri plus sérieux qu'à la mécanisation qui est un tri moins... C'est vrai qu'avec ce type de vin, on est sur le détail. Hein. Voilà, on cherche vraiment, il nous faut une qualité très importante pour arriver à tout ce qu'on ne mangerait pas, ben, on ne le boirait pas. Ah, je vais reprendre la machine, c'est marrant. Aujourd'hui, nos étiquettes, selon les cuvées, sont donc confectionnées à partir de végétaux soit sauvages, comme l'iris. Ou les sarments de vigne. Je tiens à ce qu'il y ait toujours du sarment de vigne dans nos étiquettes, ce qui est le plus logique en fait par rapport à ce qu'on fait, du vin. J'étais spécialiste des manuscrits éthiopiens et donc j'ai travaillé dans des monastères sur place et c'est là que j'ai appris en fait la confection des papiers et des pigments, ce qui m'a permis en fait d'apprendre des techniques pour aujourd'hui créer des papiers et donc nos propres étiquettes de vin. J'y vais, tranquillou. Ouais. Le pigment d'indigo provient en fait d'une plante. Il y en a plusieurs. Il y a la gaie, c'est l'indigotier qui est à la base normalement qui est une plante qui provient d'Inde et qui doit subir une oxydation, une fermentation avant de donner sa couleur bleue. Et en Provence, on la trouve dans le pastel par exemple aussi, qu'on trouve dans le sud-ouest. Ouais. Voilà, c'est bien servi. Ok. Voilà. Non, Aliénor, elle est coincée. Voilà. Le manuel, le cirage. C'est aussi pour la conservation du vin, ça protège bien le bouchon, parce qu'on fait que des vins de garde. Et du coup, ça permet de garder les vins un peu plus, du moins de protéger les bouchons plus longtemps. Pas que ça moisisse ou qu'il y ait des attaques d'insectes suivant le type de cave. Oui. Puis esthétiquement, ça nous plaît. Voilà, on aime bien les belles choses. On aime bien quand c'est bon, quand c'est beau. Voilà. Ouais, tout ça aussi. Alors moi j'ai toujours adoré, enfin tout ça, mes parents sont artisans. Mon père est potier, ma mère filait la laine, donc j'ai toujours été baignée dans des métiers artisanaux. Donc travailler la matière, c'est quelque chose que j'adore.
Et c'est quelque chose, moi j'ai été pendant jusqu'à mes 30 ans quelqu'un de très intellectuel. Et du coup, travailler justement la terre ou les matières et vraiment avoir les mains dedans, je pense que c'est vraiment très important aussi pour même un équilibre personnel. Et puis après, de créer des choses quand même assez esthétiquement plaisantes, je pense que c'est quelque chose que j'adore. Le fait de travailler en bio et de vivre au cœur de son domaine est quand même pour la santé. Donc on n'a pas envie de s'empoisonner, tout simplement, ou d'avoir de cancer, parce que dans le conventionnel, il y a des produits miracles, disons, où ça apporte vraiment une sécurité au niveau des maladies, et nous on prend le risque vraiment de perdre une récolte, simplement. Et ça, bon, c'est difficile à accepter, mais il faut vivre avec ça, quoi. Pour le respect de la nature et puis des sols, quoi. Encore aujourd'hui, même en bio, le fait d'utiliser du cuivre, c'est quand même un petit problème, voire un gros problème pour l'avenir, parce que ça reste un métaux lourd et en accumulation à forte dose, ça stérilisera les sols. Donc qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ou aux prochaines générations? Donc là, il y a vraiment une recherche à faire. Oui, c'est ça aussi la grande différence quand on a des enfants. C'est vraiment la question directe. De toute façon, ils jouent avec les sauterelles, avec tout ce qui peut, tout ce qui vit là autour. C'est d'avoir les animaux et voilà, le plaisir d'avoir un domaine vraiment vivant et pas juste une espèce d'usine à vin, quoi. Et puis le fait d'être en bio aussi, c'est qu'elle découvre les insectes. Oui, c'est ça. La diversité, les coccinelles, les araignées, les cololos, et j'en passe, quoi. Donc c'est très enrichissant pour elle de découvrir la nature, simplement. Voilà, c'est une base. On n'est pas tout seul sur Terre. Il n'y a pas que des êtres humains. Ouais.